Je m'appelle Géraud Burin-Desrosiers. Je suis un passionné d'aventure extrême, ex-chasseur alpin, formé à l'école militaire de haute montagne, explorateur. J'ai survécu à 2 accidents graves, la chute d'une barre rocheuse de 40 mètres et le crash d'un hélicoptère. Par 2 fois, les médecins m'ont dit que je ne remarcherais pas, mais j'ai voulu les faire mentir. Depuis 30 ans, je couvre les conflits armés comme reporter de guerre, habitué à survivre dans les lieux les plus hostiles. Aujourd'hui, ma mission est de vous entraîner au bout du monde, à la rencontre des dernières tribus. Géraud. Nous partons dans les forêts sauvages du nord de la Mongolie, à la frontière de la Sibérie, chez les courageux Tsatan. Ce sont des nomades, éleveurs de rennes. Ils habitent dans la taïga, le territoire des loups. Pour devenir l'un des leurs, je vais passer toute une série d'épreuves, parfois au péril de ma vie. Traverser de nuit un lac gelé, en évitant que la glace ne se brise. Ça tient pas là, regarde là ici là. Apprendre à me déplacer à dos de renne. Tchou! Tchou! Oh, il faut tenir en équilibre. Pas que je le perde, là, il est devant. Oh! Utiliser leur technique de chasse. Passer une nuit seule, sans abri, à moins 40 degrés. Faut que je bouge, faut que je m'active. Il est 5h du matin, j'ai très très froid. Pour défendre une trentaine de rennes des attaques de loups. Sous ces températures, l'erreur n'est pas permise. Frotte, frotte mon ami, frotte tes doigts. Ouais, ça va aller. C'était blanc, blanc, blanc. Hein. Ouais. Ça faisait peur. En quelques secondes, je peux perdre plusieurs doigts. Je devrais rassembler toute mon énergie et utiliser mon expérience pour m'abriter, pour me nourrir et me réchauffer. Mais je ne suis pas un surhomme. Je devrais faire preuve de courage et dépasser mes peurs. Je vais partir à la recherche d'un troupeau de 500 rennes perdus dans la montagne. À mes côtés, une équipe de tournage. Ce sont des camarades prêts à me suivre dans les conditions les plus difficiles pour ne pas rester prisonnier du froid. Avec nous, vous allez trembler, apprendre à maîtriser vos peurs, rire et pleurer. Si vous avez l'instinct de survie, bienvenue dans Fear Trip. Notre voyage commence à Oulan-Bator, en Mongolie. 1,5 million d'habitants, l'une des 3 capitales les plus polluées du monde à cause des émanations de charbon. Aéroport Gengis Khan, Chingun est là pour nous accueillir. Ça va bien? Merci. Il fait moins 25 degrés Froid là ici là. et ce n'est que le début. Chingun sera notre interprète pendant près de 3000 km. Quand tu vas rentrer? Avec nous, 200 kilos de matériel technique, des caméras, des micros, des batteries et tout ce qu'il faut pour se protéger du froid extrême. Ça commence à piquer au doigt. Avant de partir affronter la taïga, je veux m'imprégner de la force physique des lutteurs mongols, capter leur énergie. Du moins, s'ils l'acceptent. Depuis des millénaires, la lutte est devenue en Mongolie un sport national. Ces gros bébés, nourris depuis le berceau à la viande de mouton, sont en fait des montagnes de muscles. Je vais participer à un de leurs entraînements. Le patron, c'est Tulga. Ici, c'est le plus titré. Il a assis sa réputation sur le nombre de combats qu'il a gagnés, une centaine. Il faut bien t'échauffer. Tu vas combattre avec eux. Bon courage à toi. Dans la lutte mongole, le but est d'obliger l'adversaire à mettre un genou, un coude ou le postérieur au sol. À présent, les choses sérieuses commencent. Avant tout combat, il faut faire la danse de l'aigle. Point de bord, viens par là. Tu vas lutter contre Géraud. Je vais enchaîner les rounds. Le combat commence. La première manche va durer moins de 20 secondes.
La deuxième, encore un peu moins, 17 secondes. Et la troisième tourne au ridicule. Bon, très bien, félicitations. Allez, en garde. Tulga m'invite à faire un dernier round. Je vais affronter une montagne de 110 kilos. Ma seule chance, c'est de tenter une clé de bras. Ses mains sont de véritables battoirs. Des pinces qui ne vont plus se desserrer. Chez les Tsatan, au milieu de la taïga, il faut être très fort et très résistant pour y vivre. Maintenant que tu es entraîné, tu surmonteras le froid du Nord. J'ai l'énergie mongole, du guerrier mongol, du lutteur mongol. Je suis prêt à aller chez les Tsatan. Mon ennemi maintenant, ça va être le froid. Un mois avant notre départ, nous avons testé en France notre résistance au froid dans un laboratoire d'essai. Nous avons passé une journée entière dans une pièce glaciale. Un scientifique a fait descendre la température à moins 40 degrés. Avec le froid, certaines matières plastiques cassent comme du verre. Ah, le plastique est tout dur. L'huile des mécanismes se fige et gèle. Il fonctionne encore? En Mongolie, si je tombe dans une rivière ou un lac, j'aurai quelques minutes seulement pour quitter mes vêtements mouillés, sans quoi je serais mort. Je ne le sais pas encore, mais chez les Tsatan, au cœur de la taïga, je vais vivre la nuit la plus froide de ma vie, au bord de l'hypothermie. Je n'en sens plus, bout de mes doigts. Il fait très 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 froid. Moins 39,5. Pour nous réchauffer à nouveau, il faut absolument bouger, nous agiter, activer la circulation du sang. Le matériel de prise de son ne répond plus. Elle ne réagit plus, je peux pas avancer le pied, je peux rien faire. Regarde, c'est Inès. Nous sommes prévenus, cette aventure va être un défi physique et technique. En Mongolie, nous allons parcourir plus de 1500 km. D'abord en voiture, puis en fourgon russe, enfin à cheval. Un périple de 6 jours. Les Tsatan ne sont plus que 300 à survivre au cœur de la taïga, autour du lac Kovsgol et près des monts Sayam. Ces chasseurs nomades résistent encore au modernisme et perpétuent les traditions de leurs ancêtres. Notre défi, aller les rencontrer. Nous partons sur une terre inhospitalière, meurtrière pour celui qui fait le moindre faux pas. Nous avons 500 km de route à parcourir pour rejoindre Moron. Pour l'instant, c'est confortable. La route est goudronnée, mais ça va vite changer. Au loin, on aperçoit déjà les chaînes de montagnes qui nous rapprochent de la Sibérie. C'est déjà notre 3e jour de voyage. Moron est la dernière ville importante avant de rallier les parties les plus reculées de la Mongolie. Nous profitons de cette ultime étape pour nous rendre au marché, acheter les affaires dont nous aurons besoin pour notre expédition. L'idée est aussi de partager le mode de vie des Tsatan, s'habiller comme nos amis. Il nous faut trouver des chapkas. Apparues au Moyen-Âge, elles ont longtemps été la coiffe des tsars. Avec les pompons? Il y en a de tous les styles. Il y a aussi des toques, plus chic, plus élégantes, mais moins couvrantes. Ça couvre bien, quoi, ouais. On va même glisser un bonnet dessous éventuellement. Tout ce qu'on veut, hein, c'est que ça soit chaud. Nous ressemblons à des trappeurs. Une complicité s'installe. On est presque adoptés. Ah, on va laisser passer les dames. Vaille. Chaud. Attends, c'est très chaud, c'est parce qu'on est dehors. Ça descend comme un volcan. Ah, ça fait du bien. C'est quoi? C'est que t'es mongol. Le thé mongol. Est-ce qu'il a ma pointure là, tu crois? 40. Il faut trouver des bottes fourrées avec des semelles de feutre recouvertes de poils de chien. 30 € la paire. 43. Ouais, je touche au bout. Là. Ça va te tenir vraiment très très chaud, mais est-ce que tu vas pouvoir bouger avec, c'est ça? Le del est un vêtement incontournable dans la tradition mongole. Un manteau de coton, de laine et de soie très couvrant.
Mais j'ai jamais vu un ingénieur du son habillé avec un DEL. C'est ça. Ce vêtement pèse à lui seul environ 8 kilos. En fait, il fait pas de nœud, quoi. Il le glisse. Là, il fait pas de nœud. Si, tu fais un nœud aussi. Ouais, ouais. Bon, attends, je vais te donner ta mixette et ta perche. Ouais. Fais attention que je mets. Le corps emballé, ficelé. Le problème, c'est que chaque mouvement demande un gros effort. On va te le remonter un peu, le manteau, là. Ils mettent tout dans leur DEL. Hein. Ils ont tout dans la poche, là, ici. Là. Hein, t'as vu? Ouais. Ici, tu peux glisser des choses, des batteries, des choses comme ça. Enfin bon, c'est pour se protéger du froid à fond, hein, comme le monsieur. Là. Nous allons changer de voiture, quitter nos 4x4 modernes et bien chauffés pour un véhicule très rustique. Pour me mettre au défi des Tsatanes, je veux quitter toute forme de confort. Ce fourgon, ancien van de l'armée russe, est d'une robustesse incroyable. Notre nouveau conducteur, c'est Dolce. C'est lui qui va nous emmener chez les Tsatanes, car la route est dangereuse. C'est aussi un excellent mécanicien, capable de réparer dans n'importe quelle situation. D'ailleurs, après seulement 20 km, Dolce s'arrête à cause d'une odeur de brûlé. Ce sont les freins. 2 simples petits coups de clé à molette, et c'est reparti. Nous ne sommes pas très rassurés. Depuis notre départ de la capitale, nous avons parcouru 600 km, mais nous avons pris du retard. C'est donc de nuit que nous sommes contraints de traverser le lac Kovsgol pour atteindre, sur l'autre rive, la maison de Dolce. Pour y arriver, nous allons passer une nuit très angoissante. Nous avons 80 km à parcourir. Si la glace se brise, nous serons engloutis. Là, on est en train de passer d'obstacle en obstacle. De véritables barrières de glace avec des morceaux qui sortent, qui sont hyper coupants et qui peuvent entailler nos pneus. On est parti depuis 11h du matin. Là, il est 22h. Dolce est inquiet. Il a senti un danger. Sous la pression des eaux, des fissures apparaissent. D'énormes brèches se forment. C'est dangereux de passer par ici. Il faut faire un détour. Les craquements qu'on entend, là, c'est quoi, là? C'est le lac qui est sous pression et qui fait du bruit. Il y a des crevasses qui apparaissent d'un seul coup. Dolce craint que la glace ne soit pas assez épaisse. Ah oui, oh d'accord, ok. C'est très fragile. C'est trop dangereux. Regarde là, ici, là, tout ça. Là, ici, c'est là. Dolce a repéré un endroit plus étroit. Il veut prendre le risque de passer en force. Et il nous a demandé de rester hors du véhicule. Nous repartons. Eric, la main sur la poignée, est prêt à bondir hors du fourgon. Notre conducteur cherche désespérément une passe pour sortir de ce dédale de crevasses. Mais impossible pour l'instant de trouver le passage. Heureusement, il y a la musique mongole qui est là pour nous donner un petit peu de morale. Après 50 km, il aperçoit enfin les lumières d'un phare. C'est en fait sa femme qui s'inquiète et agite une lampe pour lui indiquer le chemin. Enfin, nous arrivons sur la terre ferme. Le lendemain, au réveil, je découvre le paradis où habite Dolce, exactement au bord du lac Kovsgol. Il est surnommé la perle bleue de Mongolie. C'est le petit frère du Baïkal de Sibérie. Nous avons une journée pour atteindre la dernière ville aux portes de la taïga, Tsaganur. Autour de nous, il n'y a rien, sauf de la neige à perte de vue. Parfois, nous croisons des naufragés. Ces malheureux sont bloqués là depuis 3 jours. Il fait moins 30 degrés. Ils vont faire la mécanique ici, alors. Ils n'ont pas le choix. Ils vont tout remonter ici. Ça va leur prendre beaucoup de temps. Ils vont finir très tard. Vous n'avez pas peur de mourir avec ce froid? Ben non.
À Tsaganour, nous abandonnons notre fourgon pour poursuivre notre voyage à cheval. Pendant les 2 prochains jours, ces cavaliers et leurs 12 chevaux vont nous guider jusqu'au territoire des Tsatanes. Tchou. Tchou. Nous espérons faire 30 km dans la journée, mais notre progression est lente, les chevaux peinent à avancer. Tchou. Là, il fait bon, on a encore du soleil. Mais le soleil est en train de se coucher. Et dans 2 heures, on va moins rire. Tchou. Tchou. Je m'inquiète pour Steven, l'un des caméramens. Tchou. Steven a un problème avec son cheval qui est très fatigué. Tout à l'heure, il s'est couché. Il est toujours à la traîne depuis notre départ. Ça va, Steven? Pour garder le rythme, Ça va? T'arrives à rejoindre? il doit botter son cheval sans arrêt, ce qui est épuisant. Ça va, Steven? Bah, tu vois, apparemment oui. Il est toujours à la traîne. Allez, 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 allez. Voilà. Ces haltes à répétition vont nous coûter très cher. Tchou. Faut donner du rythme. Faut avancer. Tchou. Tchou. Il faut tracer, la nuit tombe. Les derniers rayons de soleil disparaissent. La nuit finit par nous rattraper, et avec elle, un vent glacial. Tchou, je suis là. Tchou. T'es où? Nous sommes désorientés. De nuit, la taïga mongole est un piège mortel. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et Philippe, ça va? Je cherche mon équipe dans l'obscurité Eric. et m'inquiète. Ton doigt, tu le sens là? Non, je le sens pas là, je l'ai perdu. À force de filmer, sa main droite s'est engourdie et commence à geler. C'est bon, c'est déjà revenu. C'est revenu? Ouais. Tchou. S'il nous arrive un problème, nous n'avons aucune assistance médicale et tout secours s'avère improbable. Sans l'aide des lampes des caméras, nous ne distinguons plus rien. Une demi-heure plus tard, nous trouvons refuge dans une ferme de nomades. Mon cheval est frigorifié. Sa bave a gelé. Il a même des stalactites qui lui pendent des naseaux. T'es comme moi, mon gars. T'es pas plus beau, hein? Géro. Cet homme, dans la nuit, c'est un fermier nomade. Pas trop froid? Non, ça va. Je résiste bien. Est-ce que mon nez est toujours là? Oui, oui. Yes? Ah, ça va alors. Nous allons dormir chez lui, au sec. Mais demain, nous serons sous le tipi. Nous partons à la rencontre d'un peuple au mode de vie unique, préservant des traditions archaïques, identiques à celles des Uriankais, les gens de la forêt au XIVe siècle. Nous pénétrons sur un territoire qui, en hiver, est le refuge des loups, des ours bruns, des lynx. Après 2 jours à cheval, nous arrivons enfin. À l'abri des montagnes, dans la forêt, le campement des Tsatanes. Ça me belle, super, ils sont souriants comme tout. Unir chez Géro. 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 En tout dans le monde, il ne reste plus que 300 Tsatanes. 3 familles seulement vivent ici. Pour se protéger du climat très rude et des loups, les Tsatanes ont construit leur campement au milieu de la forêt. Ils habitent dans des tipis, appelés yurts, semblables à ceux des Indiens d'Amérique du Nord, faits de troncs d'arbres et de bâches achetées à la ville. Leur seule richesse, une centaine de rennes par famille, qui leur donnent du lait et de la viande. Pour protéger leur famille des loups, les Tsatanes possèdent des chiens de garde. Eux aussi ont droit à un tipi. Cet homme qui m'aide à décharger mon cheval
va jouer un rôle très important dans mon apprentissage de la taïga. Attends. Il me propose de rencontrer sa famille. Mais les chiens se méfient des inconnus que nous sommes. Ils sont très énervés. T'as été blessé? Regarde le croc qu'il a ici. Là, il a pris un coup de dent. Rata et sa famille vivent sous ce tipi. Voici Urumbaye, il a 4 ans. Mini Hirsch, Géro. J'ai appris les 3 mots nécessaires pour me présenter correctement en langue tsatane. Bonjour. Mini Hirsch, Géro. Géro. Sana. Senna a 30 ans. Par ici, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bien. À peine arrivée, elle m'offre un bol de thé coupé avec du beurre de renne. Urumbaye a une grande sœur, Undra, 6 ans. Bientôt, tu vas monter à dos de renne. Heureuse coïncidence, sans le savoir, j'ai acheté au marché les mêmes bottes que celles de Rata. Le premier contact entre nous est plutôt bon. Tu vas m'apprendre les traditions de Satan. Pendant 12 jours, je serai un peu comme ton enfant. Mais il faut que j'apprenne. C'est elle qui va s'occuper de toi. D'accord. Rata a construit son tipi lui-même. Ce mode de vie, il l'a hérité de ses parents et ne compte pas en changer, même si la technologie s'invite chez lui. Parabole satellite, panneaux solaires pour recharger les batteries, télévision et téléphone portable. Oh, elle est belle. Les Tsatanes ne s'encombrent pas d'objets inutiles. Ils vivent avec le minimum nécessaire. Ici, pas besoin de frigo. L'hiver, Rata laisse son troupeau loin à l'abri dans les montagnes. Il ne garde que quelques rennes pour les travaux de tous les jours et pour se déplacer. Voilà ce que les rennes mangent. C'est du lichen, ça. Le lichen est la nourriture des rennes. Les rennes ne mangent que la tête de cette plante. Cette partie ne se mange pas. Ça, c'est de la mousse. Mange ça. Oui, c'est ça. La mousse, comme ça. Au fil des jours, entre nous et sa famille, une complicité s'installe. Là. Ici. Là. Ici, pas le temps de chômer. Dans la taïga, la solidarité, c'est une question de survie. Et on l'apprend dès le plus jeune âge. Oh, ma bûche est tombée. D'accord, avec bois. Le tipi, c'est l'affaire de Senna. Il est organisé autour de l'élément central, le poêle. À la tête de son lit, il y a un sac jaune que Rata conserve comme un trésor. Il contient les esprits de ses ancêtres. Des lambeaux de tissu et des flèches qui remontent à 3 générations. Il y a aussi des serres d'aigle. C'est pour éloigner les mauvais esprits. Chaque mois, à la nouvelle lune, je le sors pendant 3 jours. Ce sac à esprit, seuls lui et ses enfants ont le droit d'y toucher, mais pas sa femme, ni aucun étranger. Cette guimbarde, mâchoire d'acier, c'est pour communiquer avec les mondes invisibles. « 7 heures du matin. Il fait -20 sous la tente. Rata me réveille. Première tâche de la journée, allumer le poêle qui reste éteint pendant la nuit. Le tipi est gelé. On va tout ça. On va refaire les feux. Il paraît une pyramide. Et ici, en travers ou pas? Ah, d'accord. Et là, en diagonale, comme ça. Ok. Voilà.
Allez, super. Ouais. Regarde. Ça a gelé pendant la nuit. Voilà. Bon, on va se recoucher. Voilà, comme ça, on va pouvoir profiter. Ouais, c'est bien. Voilà. On a envie de rester près du poêle. Mais moi, je me recouche dans les draps qui m'ont aménagé. Voilà. Chico. Ouais. Oui. Nous pouvons dormir 1 heure de plus, le temps que le tipi se réchauffe. Vers 8 heures, c'est enfin le moment de démarrer la journée. Tu as eu froid? Il a fait froid, hein? J'ai bien envie. Dehors, il fait encore moins 30. Rata part chercher de quoi préparer le petit déjeuner. Sur cette plateforme surélevée, à l'abri des bêtes sauvages, c'est là qu'il entrepose son beurre. Du beurre de renne. C'est un vrai bloc de glace. Senna va m'apprendre à faire le thé mongol. Mélanger le beurre dans la neige fondue, y ajouter le thé et aussi du sel et du sucre. On a combien de passé? Encore? Ah bah ça, si c'est pas l'intimité d'une famille Tsatan, je sais pas jusqu'où on peut aller de plus. On partage vraiment, on partage tout. Là. Voilà comment faire sa toilette avec une simple rasade d'eau. Et les chaussettes? Elles sont là. Pour vivre comme les Tsatan, je veux m'habiller comme eux. Pour se protéger les pieds du froid, Rata ne met pas de chaussettes, mais enveloppe ses pieds dans de simples bouts de tissu. Et maintenant la cheville. Hein? Là. Bien enserré. Ouais. Voilà. Le petit déjeuner est prêt. Donc là, on tartine. Le beurre de renne avec du beurre de renne est 6 fois plus riche que le lait de vache. Et ça sera le principal repas de la journée. Du thé, du pain, du beurre, du sucre. Le matin et à midi. Et le soir, un seul vrai gros repas. Plus tard, on partira dans les montagnes, à dos de renne. On dormira dehors. Là, il va faire froid. Et le nez, ouais. Le nez il risque de geler. Ce matin, Rata me lance un défi. Monter à dos de renne. Il me désigne ma monture. Là, il n'a pas de selle, là. Premier exercice, sceller l'animal. En me voyant faire, il a le sourire aux lèvres. Son assistant attrape la sangle. C'est Zolzaya, qui vient à mon secours. Passe-la par ici. Il est petit par la taille, mais impressionnant par sa force physique. J'aurai vite l'occasion de m'en rendre compte. Les rennes peuvent supporter jusqu'à 80 kilos. Comme ça, je le tiens comme ça. Alors pour grimper dessus, il faut le faire en douceur. Le but est de trouver son équilibre. À gauche. Gauche. Voilà, ben, c'est pas mal. Rata semble satisfait, mais toute l'équipe doit passer le test, avec une contrainte en plus, porter caméra et micro. Demain, mes camarades seront-ils capables de me suivre dans la taïga? Là. C'est casse-gueule, hein? Ouais, c'est casse-gueule. La partie de plaisir s'arrête d'un coup. Un Tsatan à moto vient d'annoncer à Rata une mauvaise nouvelle. Il veut me parler en tête-à-tête. Son troupeau aurait été victime d'une attaque de loup.
Il faut aller vérifier. On va y aller à dos de Rennes. Derrière, il y a un grand lac, le lac Noir. Demain, il veut que nous partions à sa recherche. Mais avant notre départ, Rata veut aller voir le chaman de la communauté, un homme très respecté. Consulté pour des guérisons, pour protéger ou fertiliser un troupeau, le chaman pratique aussi des exorcismes et accompagne l'âme du défunt dans l'autre monde. À notre arrivée, le chaman est déjà en transe. Habillé d'un costume de 20 kilos, il frappe sur un tambour. C'est pour communiquer avec les esprits du monde invisible. J'essaye d'être réceptif, mais cette danse mystique ne me procure pas d'émotion particulière. Rata, au contraire, est très concentré. Le corps du chaman est secoué de soubresauts. Il est comme possédé. Il fait signe à Rata de s'approcher. Il va lui confier un secret. Après plus d'une heure, le chaman épuisé finit par s'écrouler. Il ruisselle de sueur et a du mal à respirer. Je découvre un vieil homme. Rata lui donne à respirer une sorte d'encens. Ce sont des branches de genièvre. Je suis autorisé à m'approcher. Alors, chaman, vous devez être bien fatigué. Non, ça va. Vous avez voyagé dans l'au-delà, dans les mondes invisibles. Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu? Mais le secret doit être bien gardé. Le vieil homme ne répond pas, mais il m'invite à partager son calumet. Cette fumée semble l'apaiser. Est-ce que vous avez vu de belles choses? Oui, plein de belles choses. J'ai vu l'esprit de la terre. Vous étiez, semble-t-il, habité par un animal sauvage. Oui, bien sûr. Il a bien remarqué que tu étais habité par l'esprit de l'ours. Il dit que vous allez faire un bon voyage. Donc les esprits sont avec nous. J'essaie de me rassurer. Cette nuit-là, Rata m'a confié avoir rêvé profondément. Il a vu déferler un troupeau de rennes blancs, une harde glissant dans une brume de chaleur, l'esprit de la forêt. C'est décidé. Nous allons donc partir à la recherche du troupeau. Mais préparer une telle expédition ne s'improvise pas. Il faut rassembler les fusils et emporter des vivres pour 6 jours. Rata va sacrifier l'une de ses bêtes, un bouc bien gras. Pour tuer l'animal et éviter de le faire souffrir, les Tsatanes ont une technique très particulière. Rata me demande de tenir fermement la gueule du jeune bouc. Rapidement, il fait une petite entaille dans le ventre de l'animal. Il va chercher avec le bras à la horte pour aller la crocheter. Il doit remonter loin. J'y suis presque. Il tire. Et le mouton est mort. Ça n'a duré que quelques secondes. Bon trou là. Il veut que je l'aide à dépecer la bête. Mais par ce froid, nos mains sont gelées. Il faut faire vite. Les Tsatanes ne tuent que très rarement des rennes de leur troupeau, préférant se nourrir de moutons ou chasser des rennes sauvages, dont la viande est beaucoup plus savoureuse, mais aussi beaucoup plus rare. Évidemment, tout ça, ça paraît gore, c'est violent, mais c'est la vie des Tsatanes. Aujourd'hui, rien ne sera gaspillé. Les chiens vont se régaler.
Rata me demande d'aller déposer les restes dans un arbre en hauteur, à l'abri des bêtes sauvages. Plus tard, la peau sera tannée. L'odeur du sang par ce froid excite les chiens et nous rappelle qu'ici, tout est question de survie. Toutes les familles Tsatan du campement ont été mises à contribution pour prêter leurs rennes. Il y en a 12 au total. Les rennes de bas sont chargées avec le minimum vital. Couverture, carabine et nourriture. Attention aux yeux. Davajo sera aussi de la partie avec Zolzaya. Ça, c'est lourd. Non, c'est pas là, c'est que là, il bouge. Là, il bouge. C'est celui-là qui... On a la scie, la pelle. La hache. Il ne faudra pas dévier de la piste, hein. La toile pour le tipi de ce soir. Rata est préoccupé. Il sait que cette expédition ne sera pas une partie de plaisir. Il veut aller vite pour se donner une chance de retrouver son troupeau vivant. Rata. Les petits vont rester au tipi avec leur maman. Ce sont les 2 seuls enfants de la communauté. À partir de 7 ans, ils seront envoyés à l'école à Tsaganur. Pour Sena et les grands-parents, voir partir les hommes du camp est toujours un moment angoissant. Nous allons effectuer une centaine de kilomètres pour rejoindre un barrage montagneux à la frontière de la Sibérie, un verrou naturel. C'est là que pendant l'hiver, les Tsatan préservent leur troupeau des loups. Sur le dos des rennes, nous avons emporté des fusils, toujours à portée de main. Ces longs tubes qui dépassent, c'est la cheminée du poêle, élément indispensable qui nous permettra de survivre, car la nuit, la température descend facilement à moins 40. Les 2 Tsatan partent à l'aventure. Allez, tchou, tchou, tchou. Le renne se conduit assez facilement, n'est-ce pas, Steven? Il a voulu me doubler, dit. Tchou, tchou. Voilà. Tu dis tchou, c'est le mien qui... Une seule longe, à gauche, à droite, c'est un jeu d'enfant. Tchou, tchou. Sur ces montures dociles, chacun d'entre nous redevient un enfant. Alors, Steven, comment ça va, vieux? Tchou. Et ça suit derrière. Chingun et le reste de la caravane. Wouhou! Youhou! Wouhou! Wouhou! À force de faire l'imbécile, voilà ce qui arrive. Mais c'est en tombant qu'on apprend. Fini de rire. Au bout de 3 heures, l'ambiance change radicalement. Sentiment très étrange. Nous nous sentons épiés, observés. La taïga se referme progressivement sur nous. Le territoire des Tsatan est un paradis magnifique, mais qui ne se dompte pas facilement. Ça y est, j'ai perdu un étrier. J'essaie de le rattraper comme je peux, là. Ah! Allez, tchou, tchou. Franchissement de pentes avalancheuses, de ponts de neige, de cols abrupts. Ces rennes arrivent à nous transporter. Je pèse pas loin de 80 kilos. Ah! Les rennes fatiguent et luttent pour avancer dans la neige épaisse. En tête, Rata fait la trace. Il dessine de larges lacets à flanc de colline pour faciliter la progression. Vu la profondeur,
Si je tombe, il me sera difficile de remonter sur ma monture. Souvent, nous croisons des traces comme celle d'un cerf ou d'un élan. Tchou! Tchou! C'est bien, mon ami. Allez, c'est bien, camarade, vas-y. Les pauvres bêtes. Ah. Soudain, Rata s'arrête. Il a repéré quelque chose. Géraud, Quoi? Il y a des rennes là-bas. Rata, ça. Il faut pas faire de bruit, hein. Des rennes sauvages qu'il a décelées à l'œil nu. Il bouge ou pas? Rata. Deux rennes. À la lisière du bois. Ils sont partis. Il y avait 2 rennes sauvages par là-bas, en bordure de forêt. À la lisière des bois, à quelle distance? Tiens, Rata. Les Tsatanes essaient d'attraper des rennes sauvages pour renouveler leur cheptel. Apporter du sang neuf, éviter la consanguinité. Voilà. Là, ils sont cachés, là. T'as une bonne vue, hein? Parce qu'ils sont à plus d'1 kilomètre, là. Et t'as vu tout de suite que c'était des rennes? Oui, mais eux ont de bonnes oreilles. Et ils ont dû nous entendre depuis bien longtemps. Ceux-là, tu aimerais bien les attraper. Impossible. Impossible. On voit des traces de rennes, de cerfs, et il y avait aussi beaucoup de traces de loups tout à l'heure. Il y a des traces de loups? Oui, j'en ai vu beaucoup. On repart. Ici, les forêts de la taïga deviennent plus sombres et le climat plus froid encore au moment où le soleil décline. Ça commence à se refroidir, hein? Ouais. Tchou! Le paysage prend des allures beaucoup plus austères. On se sent complètement perdu dans cet univers. Nous ne croisons absolument rien de vivant. Il y a un problème derrière. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Mais pourquoi il veut plus s'arrêter? Eric nous fait signe d'arrêter. Lui, le montagnard suisse, redoutable d'expérience, est en train de prendre froid. Là, c'est le moment de mettre nos équipements de rechange, parce qu'il n'y a pas à plaisanter. Quand il fait froid comme ça, là, on a quelques minutes pour réagir, avant que le corps baisse vraiment en température. Et dis-moi, regarde-moi, t'as la bonne glace sous la moustache, montre-moi ça. Et Rata, est-ce que tu peux nous dire si on arrive bientôt? Il est pas là. Je peux plus les... Il fait froid. Dans 10-20 minutes. Bonne nouvelle. Il commence à faire froid. Hein. Les pieds s'engourdissent. Les orteils qui commencent à faire mal, à pincer. Tchou! Pour les Mongols, le sentiment de fierté est très important. Montrer sa fatigue est un signe de faiblesse. Nous arrivons sur le lieu du bivouac. Une course contre la montre s'engage. Voilà, ça fait 20 minutes. 20 minutes que l'on pousse cette neige. C'est là que nous dormirons. Là, c'est les reins qui souffrent. Hop, à toi. Attention. Il ne faut pas se refroidir. Profitez de la lumière, car de nuit, tout deviendra critique. Ça va pas être droit. Ces branches, c'est pour faire un bon matelas, nous isoler du froid et de l'humidité. Ça, c'est de la fournée de bois. Pendant plus d'1 heure, l'effort physique est intense. Zolzaya est de retour. Dans l'équipe, on l'a surnommé la machine. Il est infatigable. Pendant qu'il déménage un arbre à lui tout seul, nous nous épuisons à transporter quelques fagots. Ah, il l'amène là, lui, c'est nul. À peine le dos tourné, il est déjà de retour. Et attention à ne pas rester sur sa route. Il ne fait pas dans le détail.
Ici, pas de gaspillage. Les Tsatanes prélèvent à la nature juste ce qu'il leur faut pour survivre. Oh, Sol, viens faire. Tire un peu de ce côté. Ah, la lumière décline là, complètement. Le soleil, quand il va passer de l'autre côté de la montagne, alors là, on va se cailler. Rata m'a demandé d'apporter le poêle. Il se situera au centre du tipi. Ok. Qu'est-ce qu'il va demander? Nous n'avons plus qu'à installer la toile pour nous protéger des courants d'air ou des chutes de neige. Ah, là, Eric, derrière toi. C'est bon, pousse un peu vers moi. Mais je peux pas plus. Ah, tiens. Ouais. Regarde, il monte sur les épaules. Tiens. Là, ça. Zolzaya rectifie l'orientation de la cheminée pour que cette nuit, on ne meure pas en fumée. Ça. La machine ramène des troncs que nous allons débiter en bûches. Après autant d'efforts, heureusement, je vois que même dans la taïga, tout homme a ses limites. Ces Tsatanes ont d'une résistance extraordinaire. Ils ont un moral d'acier. Ils ne parlent pas beaucoup, mais sont redoutablement efficaces. Tu n'as pas froid aux mains? Non? Non? Touche. Elles sont chaudes, elles sont chaudes. Et regarde les miens. Ah, des glaçons. Un quart d'heure après, la machine est de retour. À la moindre erreur d'inattention, Zolzaya pourrait se trancher la main. La lame passe à quelques millimètres seulement de ses doigts. Ici, le bois est tellement sec qu'il s'allume en 2 secondes. L'espace me paraît très réduit. Pourtant, nous serons 8 à partager ce tipi. Le repas est le meilleur moment de la journée. Une bonne soupe avec des nouilles chinoises que nous avons apportées de Morone. Pour notre première nuit dehors, les Tsatanes ont apporté de la vodka. Le rite est d'y tremper l'annulaire de la main droite, puis en envoyer quelques gouttes dans 3 directions différentes, en faisant une petite pichenette avec le pouce. Enfin, en déposer sur le front. C'est une offrande pour que les esprits soient cléments. Là, vous avez assez de place pour vous deux. Il est l'heure de se coucher. Là, vous allez dormir à 2. À 2, ouais. Ici, là, à 2. Pour 2. D'accord. Toi, Rata, tu vas dormir au milieu ou tu vas dormir sur le côté? Là. Pas du poil. On est vraiment à 40 cm du poil, mais il faut pas que ça brûle. Hein. Bonne nuit, Philippe.
C'est comme si je dormais sur des pierres. Il y a Rata, en bon frère, qui vient me border. J'ai le droit d'être bordé sous le tipi. Allez, il est l'heure de se coucher. Bonne nuit, Rata. Je vais rêver de troupeaux de rennes qui galopent dans la taïga. Et comme là. Surtout, mettez-vous à l'aise. Si vous avez froid, vous criez. On trouvera une solution. Au réveil, Rata se dévoue pour sortir dans le froid glacial, allumer le feu. Il fait moins 35. Rata, t'as passé une bonne nuit? T'as bien dormi? Ouais. J'ai contente. Allez, rendors-toi. Tu veux que je me recouche? C'est vrai qu'il fait froid. Les autres chasseurs sont encore en train de dormir. C'est Rata qui s'est levé. Ouais, il fait froid. C'est pour Rata. Oh, ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien, ça. Tout est gelé, hein? Ouais. C'est dur comme de la pierre, là, les pâtes d'hier soir. La condensation s'est transformée en cristaux de glace. Rata, je vais t'aider à ramasser du bois, là. Je peux pas rester comme ça. Je vais préparer le thé pour l'équipe. Le poêle est chargé jusqu'à la gueule. Ah, une belle gamelle de neige. Et les rennes? Attends. Salut toi. Ils sont là tout autour du tipi. T'as pris soin de les entraver hier soir pour pas qu'ils filent. Chaque renne est retenue par un lien entravé à la patte, de manière à être sûr qu'il ne s'évade pas pendant la nuit. Cela fait 3 jours que nous progressons dans la taïga. Luttons contre le froid, cherchant le troupeau en vain. 400 bêtes ont disparu, peut-être attaquées par les loups. Notre stock de nourriture a diminué de moitié. On a même essayé de chasser du cerf, mais on est resté bredouille. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance. Si Rata ne trouve pas son troupeau, il faudra faire demi-tour. Il prend une décision grave. Envoyer 3 éclaireurs dans 3 directions différentes. Je suis prêt pour accomplir la mission que Rata m'a fixée. Je pars seul avec Davajo, retrouver le troupeau. Entre nous, pas de radio, pas de téléphone, ni corne de brume. Tous les kilomètres, Davajo s'arrête. Là, il prend soin d'observer partout aux alentours, dans les lisières où les rennes pourraient se cacher. À chaque halte, c'est un nouvel espoir. Soudain, nous tombons sur des traces. Le troupeau est passé par là.
La neige a été grattée, soulevée, piétinée. On ne devrait plus être très loin. Tchou, qu'est-ce qu'il a vu encore? Oh, ça, ils sont beaux, ceux-là. Les bois des rennes tombent et repoussent chaque année. Tu me le donnes. Les jeunes bois, les andouillés de printemps, sont revendus car ils ont des vertus médicinales. Ce bois est magnifique. Il m'en a fait cadeau, mais maintenant, si je dois ramener tous les bois qu'il trouve sur la piste, je vais être chargé comme une mule. Le cœur dans l'âme, je dois me débarrasser de ce cadeau encombrant. Pas pratique. Cela me ralentit et peut, en cas de chute, devenir dangereux. Là-bas, Géraud, il y a des rennes. Ouais. Oh là, ça glisse. Il ne faut surtout pas que mon renne parte en glissade. Il fait à lui seul près de 250 kilos. Oh. C'est la glace qui casse, crac. Davajo accélère. Il veut retrouver le troupeau. Allez. J'ai du mal à le suivre. Si je le perds de vue, je suis perdu. Car avec toutes ces traces qui s'entremêlent, il me sera impossible de retrouver mon chemin. Ah, il veut me faire signe? Je crois qu'il m'a fait un signe. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu vois les rennes? Ça? Des dizaines de rennes. Ils sont partout. Et de ça. Nous avons trouvé le troupeau. Intrigués par notre présence, les rennes viennent chercher le contact. Cela fait 3 mois qu'ils sont seuls dans la montagne. Et bon, on va faire un bout de chemin ensemble. Celui-là renifle ma chapka. Mes vêtements. Je suis comme dans un magasin de peluches, tenté de rester là au paradis des rennes. Mais Davajo me rappelle à la raison. Allez, Géraud, il faut y aller. Les étriers en place. Voilà. Son renne avait failli s'échapper. Tchou. Tchou. Une quarantaine de rennes nous escortent sur le chemin du retour. Tchou! Ils se font face, se font front, intrigués. Après 2 heures, je retrouve mon équipe. Ce renne m'a conduit jusqu'ici en produisant un effort intense dont je lui suis particulièrement reconnaissant. Ah oui, mon gars, c'est courageux. C'est bien. Cette nuit, il y a une cinquantaine de rennes autour du campement. Alors il y a des précautions à prendre. Attends! Et voilà, Rata. On a construit un enclos pour protéger le tipi, à cause des rennes qui peuvent le déchirer ou marcher dessus. Je pense que c'est assez solide. À moins qu'un renne en bouscule un autre et qu'il le fasse tomber sur le tipi. Si le renne venait à sauter, il va renverser le poêle là ce soir et le tipi pourrait facilement prendre feu. Oui, ça pourrait être dangereux. Ah, ils nous suivent pas à pas. Ce sont des animaux gentils. Oui, doux et très gentils. Ah,
Les Tsatanes ne considèrent pas leurs reines comme du simple bétail. Un lien unique, presque religieux, les unit à leur animal. Tu les protèges comme tes enfants? Oui, je les protège comme mes enfants. Cet été, ils seront 2 fois plus nombreux, car ils vont mettre bas au printemps. Ok. Ah ah. Nous avons été réveillés par les rennes. C'est un spectacle magnifique auquel nous assistons. Oh bah, et qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils sont partout autour de nous. Viens là, toi. Allez, viens là, sors de là. C'est toi qui rentres dans la tente. Le problème, c'est qu'il faut pas que les autres rentrent à nouveau. Allez. Allez, sors de là. Pour attirer les rennes, rien de mieux qu'une poignée de sel, dont ils sont très friands. Pour les faire venir, il faut avec la bouche faire un bruit de succion. Et les rennes accourent. Attention à ne pas prendre un coup de sabot tranchant ou un bois dans l'œil, dans la cuisse ou le ventre. Attirés par mon odeur, ils me lèchent avec leurs grandes langues râpeuses. Ah, ils me passeront dessus. Mais ils ne mordent pas. Je prends un bain de reine. Oh, toi, doucement. Oh, oh, oh. Voilà comment on se fait rapidement de nouveaux copains. Mais difficile de s'en débarrasser. Allez, hop, allez, 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 allez. Ce matin, je suis à la fête. Mais dans quelques jours, Rata va me confier la mission de protéger son troupeau des loups. Je vais passer seul dans la taïga, la nuit la plus froide de ma vie. Ce matin, Rata nous a réveillés aux aurores. La journée va être forte en émotions. Toute mon équipe est sur le pied de guerre. Nous partons retrouver le grand troupeau de 400 rennes, rassembler les bêtes et les conduire dans leur enclos, au fond de la vallée. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience unique, bouleversante. D'après Rata, jamais aucun étranger n'est venu ici aussi loin, en plein hiver, sur leur territoire. Nous avons 10 km à parcourir, avec des obstacles à franchir, d'immenses champs de neige et des rivières gelées. Steven est tombé. Son renne est en train de s'échapper. Ne cours pas, ne bouge plus, ne bouge plus. Là, il y a de l'eau, attention. Attention, c'est une rivière. Doucement. La couche de glace est fragile. Il ne faut surtout pas tomber dans un trou d'eau. Donne du sel. Ah, t'as pas de sel. Va tout doucement. Bien. Zolzaya, la machine, est en ébullition. Au fil de notre progression, les rennes deviennent de plus en plus nombreux. Ok. Bon. Le troupeau s'agrandit. À présent, il faut aller vite, les repousser au loin vers les montagnes. Ces 400 rennes, c'est toute la richesse de cette famille Tsatane. Oh! Hey, hey! Oh! Nous progressons comme il y a des milliers d'années. Les Tsatanes suivaient déjà les rennes dans leur migration. Rata a reçu ce troupeau en héritage de ses parents et grands-parents. Chaque reine vit une quinzaine d'années.
Arrivé à l'enclos, Rata comprend pourquoi les rennes s'étaient échappées. De chaque côté de la montagne, des avalanches ont emporté la clôture que les Tsatanes avaient installée 3 mois plus tôt. Les barrières sont arrachées, brisées, ensevelies sous la neige. Nous avons quelques heures pour fabriquer une nouvelle clôture. Les Tsatanes préservent leurs troupeaux des hordes de loups. En échange de quoi, les rennes offrent aux Tsatanes viande, peau, graisse et bois. Deux heures plus tard, le travail est terminé. Rata a fourni un gros effort pour arriver jusque-là, mais il a gagné son pari. Il s'écroule de fatigue. À présent, son troupeau est à l'abri des loups. Il a réussi à le sauver. Il retrouvera ses bêtes au printemps. Il faut déjà penser à repartir, rentrer au bivouac. Nous avons 3 jours de traversée, pendant lesquels nous allons vivre des moments très inquiétants. Cela fait 5 jours d'affilée que nous progressons avec l'aide de nos rennes. Et là, c'est de plus en plus dur. Ouais. Te laisse pas distancer. En avant. Dans la taïga, la moindre erreur d'inattention peut coûter très cher. Alors que Rata me désigne l'endroit où il veut installer sa famille cet été, Sortez jumelles. il s'aperçoit que ses rennes se sont éloignées. Et avec eux, il y a tout son chargement, dont le poil. Ces rennes sont parties. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Il ne doit surtout pas les effrayer. Sur cette corniche instable, s'ils avaient pris la fuite, il aurait été difficile de les rattraper. Oui, Rata. La échappée belle. Exténués, nous arrivons à un poste forestier, une sorte de petit refuge, déserté l'hiver à cause du froid. C'est notre dernière étape avant de retrouver demain soir le camp des Tsatanes. Je me réjouis à l'avance. Nous allons passer une bonne nuit au chaud. Même si le baraquement laisse passer des courants d'air, ce sera toujours plus confortable que le tipi. Mais je vais vite déchanter. Pour devenir un vrai Tsatane, je dois accomplir un défi particulièrement risqué. Juste avant d'arriver au bivouac, nous avons repéré des traces de loups. Au moins 2 d'entre eux sont passés par là. Cette nuit, Rata veut que je protège son troupeau des loups. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être attaqué par les loups? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors tu montes la garde la nuit auprès de tes rennes? Oui, la nuit, je veille sur eux. Mais dans la steppe, c'est encore plus dangereux. Il y a beaucoup d'attaques de loups. C'est dommage si les loups te mangent. Ils sont souvent nombreux. Ils attaquent en meute? Ils rampent avant d'attaquer et te sautent dessus d'un seul coup. C'est impressionnant, une meute de loups. Ils sont dangereux. Et pour être un vrai Tsatane, il faudrait que moi aussi, je passe une nuit dehors? Oui. Avec toi? Non, tout seul. Mange bien avant de dormir dehors. Ouais. Pour résister une nuit entière, je dois prendre des forces. Ce sont les dernières minutes que je passe au sec et au chaud. Dehors. Je sais que c'est un vrai défi que tu me lances.
Je vais essayer de le remplir. Pour nous, c'est une mission très importante. Oui, très importante. Si demain matin tu es sain et sauf, tu seras un vrai éleveur de rennes. Je m'apprête à passer l'une des nuits les plus difficiles de ma vie. Je n'emporte pas de duvet, juste 2 couvertures, une hache et un fusil. La hache. 2, 3, 4 cartouches. 30. 31. Rata me désigne l'endroit où je vais passer la nuit, au milieu des rennes. Dans ce troupeau, il y a 32 rennes. Je te les confie. Demain matin, il faudra qu'il y en ait le même nombre. Si tu entends du bruit, tu prends le fusil et tu observes. Prêt à tirer. Je te souhaite bonne chance, parce que tu vas garder beaucoup de rennes durant la nuit. On se revoit demain matin à 7h, et tu seras un vrai Satan, éleveur de rennes. Je vais résister. À demain, Rata. À demain matin. Il fait moins 30. Voilà. J'ai dû me déshabiller pour éviter de transpirer. Sans quoi, je mourrais gelé. J'ai toute la nuit devant moi, donc je suis pas pressé. Ça, ces branches, ce sera pour le feu. Voilà, du petit bois. Il est 23 heures. Je dois résister jusqu'au lever du jour, soit pendant près de 8 heures. Je vais faire ça comme ça. Couverture, couverture. Je teste ma position pour la nuit. Mon fusil toujours à portée de main, prêt à faire feu à la moindre alerte. Avec le fusil. Et j'ai avec moi une petite caméra infrarouge qui va me permettre de filmer mes impressions tout au long de la nuit. Si j'ai accepté ce défi, c'est pour voir si je suis capable de résister comme un Satan. On va passer la nuit ensemble. Je vais veiller sur toi. Hein? Je commence par recompter les 32 rennes que Rata m'a confiées. Défi supplémentaire. Rata ne veut pas que j'entretienne mon feu. Je dois le laisser mourir. Une nuit à la belle étoile dans la taïga. J'entends des bruits étranges parfois. Ce silence est pesant. Voilà, emmitouflé dans mes couvertures. J'ai au moins les doigts qui se réchauffent. Rata m'a demandé de ne pas trop couvrir mes oreilles pour être capable d'entendre l'arrivée des loups. Le feu diminue de plus en plus, là, les braises commencent à s'éteindre. Et plus ça va, plus la température diminue. Il commence à faire vraiment froid. Je vais mettre la caméra au chaud. Il fait moins 40. Je ne tiens plus en place. Eux ne semblent pas avoir froid du tout. Ils sont paisibles. Je vais continuer à marcher pour me réchauffer. Il est
sera en -10. Voilà. Le risque est que je m'engourdisse et finisse par m'endormir. Je pourrais alors me retrouver avec le nez ou les oreilles gelées. Il est 5 h du matin. C'est tout mon corps qui a froid. Pensez à bouger, remuer, brûler des calories. C'est transi. C'est le froid qui tremble, c'est le froid qui me fait trembler. Tout mon corps qui tremble. Bougez. Ouais, on a le sentiment d'avoir toujours des courants d'air partout. Chaque quart d'heure de passé est un quart d'heure de gagné. Il me rapproche un peu de ma victoire. Il est 6h20. 6h20, donc c'est gagné, quoi. Dans 40 minutes, je serai là. Il n'y aura aucun problème. Il y a encore 3 petites braises. Alors, j'ai pas triché. Je l'ai fait de manière authentique. Je l'ai fait exactement comme Rata m'a dit. Cette nuit, Rata était tout de même inquiet pour moi. Bon, il est 7 heures. On va aller le voir puisqu'il ne vient pas. Allez, on y va. On va voir Géraud et les rennes. À peine levé, première attention de la journée, un thé brûlant. Sur le chemin, il a recompté les rennes. Ils sont tous là. Cette épreuve nous a encore rapprochés. Maintenant, tu es devenu un vrai Satan. Est-ce que tu as eu froid? Il a fait bien froid. Pendant que mon équipe lève le bivouac, je vais faire une découverte effrayante. Cette nuit, sans m'en rendre vraiment compte, j'ai perdu la sensibilité d'une partie de mes pieds et de mes mains. Il y a 10 minutes, en retirant l'un de mes gants, les extrémités de 3 de mes phalanges étaient toutes blanches et dures comme des glaçons. Ah, j'ai les doigts. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Mais ils étaient tout blanc, tout blanc. C'est bien, tu l'as vu à temps. Ouais, attends, mais là, ça est arrivé en 2 secondes. Le temps de rentrer, de... Oh, t'as du doigt, oui. Ouais, ça va aller. Ils étaient blanc. Hein. Ça faisait peur. Hein. Là, c'est ici que ça. C'était un point blanc qui était ici, qui était tout blanc. Et là, même chose ici, tu vois, on voit que c'est encore tout blanc. Tu vois? Là, c'est pas revenu encore. J'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est blanc comme ça. Frotte, mon ami, frotte tes doigts. Erreur à surtout ne pas commettre, se rapprocher brutalement du feu. Pour réactiver la circulation de mes doigts, j'ai dû frotter mes mains dans la neige. Faut que je boive chaud. Faut que je boive du thé chaud. Travailler tes muscles pour que ça irrigue. Ça m'était jamais arrivé. Début d'engelure. Je vais vérifier mes pieds parce que mon doigt de pied, je le sentais pas bien. J'aurais pu perdre le bout de mes doigts. Quant à mes oreilles, je n'ai pas senti qu'elles étaient aussi en train de geler. Nous sommes de retour au campement. Toute la famille est là pour nous accueillir. Pour la communauté, c'est un soulagement de savoir que le troupeau est sauvé.
Rata me prépare une surprise. Il veut que je participe à un rituel sacré. Mais pour ça, il faut me purifier le corps. Je vais avoir droit à un bain sous le tipi. Nous n'avons pas pris de douche depuis 15 jours. Nous macérons dans notre jus. Par ces températures, impossible de se laver dehors. Mais pour Rata, il n'y a pas de problème. Je vais découvrir le bain de Satan. Ils se lavent ainsi environ une fois par mois. Rata m'explique en détail comment procéder pour ne pas gaspiller d'eau. Ici, je rince comment dans la même eau. Oh, ça va être bien noir. J'ai les cheveux très sales. Il faut bien laver le cou. Et la barbe. Oh, la barbe. Voilà, comme ça. Comme ça, je fais bien. Comment on dit frotter? Taroir. Allô? Taroir. Taroir, taroir. Taroir. Maintenant, tu te mets debout, dans le bain, et tu commences par laver du torse vers le bas. Je vais rester debout, je vais me laver. Allez, vas-y. D'accord. Moi, je sors. Les Tsatanes sont pudiques. Je vais terminer seul ma besogne. Tout à l'heure. Ça, c'est pas pour le dos, c'est pour la vaisselle. Et le défi, c'est de faire tout ça avec la même eau. Cinq minutes après, je suis un homme tout neuf. À présent, je suis prêt pour accompagner les Tsatanes à 3000 mètres d'altitude, tout en haut de la montagne qui domine leur camp. Je vais participer à un rituel émouvant. Situé à une demi-journée de marche à dos de Rennes, Lovo est un lieu de pèlerinage. Un endroit qu'ils considèrent comme sacré. Et Rata, à quoi ça correspond ces rubans hein? Les tissus bleus, c'est une offrande pour le ciel, pour qu'il soit clément et qu'il nous protège. Et les tissus blancs, ils nous ouvrent la route. Ils empêchent les problèmes de s'abattre sur nous. Ils nous purifient aussi. La tradition veut que l'on brûle du genévrier, une plante qui protège des accidents, des bêtes sauvages, des fantômes et des malédictions. C'est aussi un filtre d'amour. Pour demander la protection des esprits, nous déposons quelques gâteaux et des bonbons sur l'autel. Pour que notre bétail soit en pleine forme, que nous soyons en bonne santé. Le père de Rata va aussi jeter de la vodka vers la montagne. Je fais cette offrande en honneur de tout ce que vous voyez. Les rivières, les montagnes, la vallée. C'est comme ça qu'on fait les offrandes. Le doyen m'explique que Lovo a été construit par des moines bouddhistes dans les années 40. Depuis, les Tsatanes en ont fait leur lieu de prière. Géraud Satan, vous êtes le premier étranger à monter ici pour prier et faire des offrandes aux esprits, qui sont les maîtres de ces montagnes. Alors le premier verre de vodka est pour vous, Géraud Satan. Maintenant, les maîtres de ces lieux t'ont pris sous leur protection. Pour ta vie professionnelle et ta vie personnelle, tu n'as plus rien à craindre. Merci Rata. Erdom Rata. C'est le moment des adieux. Ensemble,
Nous avons partagé des émotions très fortes. Je suis reconnaissant envers Rata et toute sa famille. C'est le départ. Je suis triste aussi. Ils m'ont pris sous leur protection et m'ont fait découvrir leur culture et leur mode de vie aujourd'hui menacé. Dans quelques mois, nos amis vont quitter ce campement pour mener leur troupeau vers d'autres pâturages. Davajo m'a réservé une belle surprise. Il a retrouvé les bois que j'avais dû abandonner à contre-cœur au fond de la vallée. Voilà les bois qu'on a trouvés pendant notre périple. Quand tu seras chez toi, ne m'oublie pas. Allez, rentre bien. Quand on cherchait le troupeau ensemble, là. Je garderai toute ma vie. Davajo. Urtum. Urtum. Sena, Urumbaye, Sena. Baiste. Ok, Rata. Rata! Hey! Voilà. Baiste! Reverrai-je un jour Rata, Sena, la petite Undra et Urumbaye? Peu probable. Je les quitte avec le cœur serré. Je quitte le monde des esprits invisibles, les héritiers de la taïga et leurs reines qu'ils ont tant de mal à protéger, victimes de la déforestation, de la pollution. Combien de temps encore résisteront-ils au modernisme, eux qui ont décidé de vivre cachés dans ces territoires sans limite, puisant leur force de vie d'un monde sauvage au rythme des saisons? Mais ces adieux ne sonnent pas la fin de notre voyage. Pour reprendre notre avion retour, nous avons à nouveau 6 jours de traversée, pendant lesquels il faudra rester vigilant jusqu'au bout.